Quelle horreur. Il va me tuer. J'ai peur de fermer les yeux. J'ai peur de les ouvrir. Moi, j'ai dit bizarre. Comme c'est bizarre. Vous aimez les films qui font peur? Quel est votre préféré? On regarde des films d'horreur, on prend quelques notes et on se fend la gueule. C'est l'heure du crime. C'est quoi cette horreur dissèque le cinéma d'horreur sous toutes ses coutures, au risque de faire sauter les points de suture. Jusqu'à 23h sur Prune. Bonsoir aux vivants, aux vivantes, mais aussi aux morts et aux mortes, et toutes celles et ceux qui se situent entre les deux. Nous sommes le 28 novembre 2025, vous êtes dans C'est quoi cette horreur et je suis Louise, votre hôte pour cette soirée qui s'annonce mortelle. Notre invitée d'horreur ce soir est une fan inconditionnelle de 10 bonnes raisons de te larguer, mais ce n'est pas pour cette raison que nous l'avons conviée. Familière du monde de la mort, pendant des années, le macabre a fait partie de son quotidien. Et la morgue fut sa deuxième maison puisque Garance a étudié et exercé la thanatopraxie. Cette pratique ô combien importante qui permet par le biais de soins et de maquillage de présenter aux proches les défunts et défuntes apaisés dans la mort. Bonsoir Garance, comment ça va ? Bonsoir, ça va et vous ? Ça va aussi. À mes côtés, il y a aussi Lucas, mon co-animateur, qui a une petite, en fait on peut dire une énorme fascination pour les films d'horreur et ce qu'ils disent de notre rapport à la mort. Bonsoir Lucas. Bonsoir Louise, bonsoir Garance. Bon, peut-être avez-vous deviné le sujet de ce soir. Nous allons soulever le voile qui nous sépare de l'au-delà pour faire un tour dans le monde craint et méconnu de la mort. Eh bien, puisqu'on en parle, nous allons nous pencher sur le cas de notre cher invité d'horreur. C'est l'heure de l'autopsie dans C'est quoi cette horreur ? Autopsie de l'invité du jour. Chère Garance, toi qui as côtoyé la mort de très près, peut-on encore trouver quelque chose qui te fait horreur ? C'est ce qu'on va découvrir dans cette autopsie. Toute première question, te souviens-tu du premier film d'horreur que tu as vu ? C'était... j'ai plus... Elphone. Un film d'horreur pas ouf. Qu'est-ce qui te fait horreur de manière générale ? J'ai peur des zombies. Ok, pourquoi les zombies ? C'est le seul truc que je peux pas regarder un film d'horreur. J'ai l'impression que c'est trop réel et que ça va arriver. Et du coup, quand je regarde, je suis parano pendant des jours. Ok. Un film d'horreur qui te fera toujours peur ? C'est pas Insidious, je le confonds. C'est celui avec le monstre... j'ai plus le nom. Qu'est-ce qui se passe dedans ? C'est un écrivain qui va habiter dans une maison et il trouve des cassettes. Et, Sinister. Sinister, ouais. Je peux pas. Ah ouais ? Ah ouais, je sais pas pourquoi. Mais je l'ai regardé il y a hyper longtemps, donc ça se trouve depuis ça va mieux. Mais Nous on l'a revu avec Louise, il a fait son petit effet encore. Il y a pas mal de jumpscares en vrai. Mm. Un film d'horreur qui te fait pas peur du tout ? Scream. Ok. Oh là, c'était direct. Non mais c'est mes films préférés. J'adore la franchise Scream, mais c'est pas, ils me font pas peur quoi. Est-ce qu'ils te font rire ? Ouais, j'adore les slashers des années 90. Je trouve ça génial. Une mort de film d'horreur qui t'a marqué ? Tous les destinations finales. Je trouve qu'elles sont hyper imaginatives. À chaque fois, je me dis mais ouais en fait. Est-ce qu'il y en a une en particulier Celle des rondins de bois, qui m'a traumatisée sur la route pendant genre des années. À chaque fois que j'étais derrière un camion comme ça, je me disais mais non. On va tous mourir. Si tu étais un monstre de cinéma, lequel serais-tu ? Un des 3 petits-enfants dans L'étrange Noël de Monsieur Jack. Ok. Et j'ai une dernière question pour toi. Est-ce que tu peux nous parler de la musique que tu as choisi de passer à l'antenne ce soir ? J'ai choisi Lonely Day de System of a Down. C'est une chanson que j'aime beaucoup, qui parle de l'amour et de la mort, qui sont 2 thèmes qui me fascinent et je trouve qu'ils vont bien ensemble. Ah, on écoute ça tout de suite alors.
such a lonely day, and it's mine, the most loneliest day of my life. Such a lonely day should be banned. It's a day that I can't stand. The most loneliest day of my life. The most loneliest day of my life. Such a lonely day shouldn't exist. It's a day that I'll never miss. Such a lonely day, and it's mine, the most loneliest day of my life. And if you go, I wanna go with you. And if you die, I wanna die with you. Take your hand and walk away. The most loneliest day of my life. The most loneliest day of my life. The most loneliest day of my life. Such a lonely day, and it's mine. It's a day that I'm glad I survived. Tu aimes les films d'horreur? Quel est ton préféré? En fait, j'ai vu un film au cinéma lorsque j'avais 11 ans, donc en 2001, avec une amie du même âge que moi. À l'époque, à Beyrouth, ils n'étaient pas très à cheval sur les moyennes d'âge pour les films. Et donc, on nous a autorisés à regarder ce film toutes les deux, qui s'appelle The Others d'Alejandro Amenábar, avec Nicole Kidman. Et il y a une scène, en fait, où à un moment, Nicole Kidman s'approche de sa fille, la personne qu'on croit être sa fille, habillée en blanc. On la voit de dos, elle est filmée de dos, en train de jouer avec une marionnette, un pantin. Et lorsque Nicole Kidman arrive à côté d'elle, elle lui touche l'épaule. La petite se retourne, elle a les yeux blancs et le visage, un visage de vieille dame. Et en fait, cette scène m'a tellement traumatisée à vie que je n'ai pas dormi pendant 1 an, toute seule dans mon lit. Donc j'allais embêter mes parents et dormir entre eux à 11 ans quand même. Et j'ai refusé de regarder des films d'horreur avant, il y a à peine quelques années, tellement cette scène m'a traumatisée. Vous êtes toujours sur Prune 92 FM dans l'émission C'est quoi cette horreur? On vient juste d'écouter un message que nous a laissé Vanessa sur notre répondeur des enfers. Et avant ça, c'était la chanson Lonely Day de System of a Down, choisie par notre abominable invité. Garance, on n'a pas fini de t'en poser des questions. Lucas, je crois que tu as préparé quelque chose pour nous. Et oui, je vous ai préparé un quiz aux petits oignons, à vos risques et périls. Bonsoir. Nous allons jouer à un jeu. C'est l'heure du Scream Quiz. Maintenant, c'est à vous de jouer. Que la partie commence. Bonne chance.
Alors, je rappelle les règles. Je vous pose une série de questions et toute bonne réponse provoquera des cris venus d'outre-tombe. Alors, première question. Lequel de ces films contenant le mot « mort » n'existe pas, selon vous? Alors, est-ce les raisins de la mort, le vélo de la mort, le crocodile de la mort ou le toboggan de la mort? Aucun. Et s'il y en a 3 qui existent, un seul qui n'existe pas. Le vélo, moi je dirais. Ouais, le vélo, ça paraît bizarre. Alors, ces cris nous confirment que c'est une bonne réponse. Le vélo de la mort n'existe pas, mais ça veut dire que les raisins de la mort, le crocodile de la mort et le toboggan de la mort existent. C'est un film de 77. J'ai un peu envie de voir le toboggan de la mort, moi. Pareil. Dans quel film découvre-t-on dans le twist final que le personnage principal était en fait mort depuis le début? Spoiler alerte. Mais tout le monde le sait, même ceux qui n'ont pas vu. Je crois que j'ai une petite idée. Moi aussi. Alors, Garance, on t'écoute? Moi je dirais le 6e sens. Louise? Peut-être cet avis aussi. Donc c'était bien le 6e sens, hein. Oui, effectivement. Parmi ces sagas cultes et leurs tueurs iconiques, laquelle est la plus meurtrière, donc fait le plus de morts? Est-ce la saga Halloween avec Michael Myers, la saga Freddy avec Freddy Krueger, Massacre à la tronçonneuse avec Leatherface ou Vendredi 13 avec Jason Voorhees? Alors à votre avis, la plus meurtrière? Alors, bonne question. J'en ai aucune idée. J'ai envie de miser sur Freddy Krueger. Ouais, je pense aussi. Et non, c'était Vendredi 13 avec Jason Voorhees. Alors j'ai des chiffres, hein. La saga Vendredi 13 totalise pas moins de 303 meurtres en 12 films. Viennent ensuite les sagas Halloween avec 221 morts pour 13 films aussi. Ah non, l'autre c'était 12, là c'est 13. Massacre à la tronçonneuse avec 122 morts pour 9 films. Et enfin Freddy avec 81 morts pour 9 films. Oui, donc j'étais vraiment très loin de la bonne Voilà. réponse. Mais bon, c'est vrai que ça dépend aussi du nombre de films qu'il y a eu, évidemment. Bon, ces chiffres, je ne les ai pas sortis de mon chapeau. Ils proviennent d'un YouTuber américain qui compte chaque semaine les morts d'un film d'horreur sur sa chaîne qui s'appelle Dead Meat. Alors, j'ai compilé les données de 438 de ces vidéos dans un tableur Excel. Bon, qu'est-ce que je ne ferai pas pour cette émission? Ce qui m'a permis de vous donner ces chiffres. Je peux donc vous dire, par exemple, que dans sa sélection, le film d'horreur le plus meurtrier est Le Retour des morts vivants, avec 4038 morts dans le même film. Alors, je crois que c'est parce qu'à un moment, il y a un cataclysme et ça emporte beaucoup de monde. Mais c'est en tout cas dans sa sélection le plus meurtrier. Et que le moins meurtrier est un film qui s'appelle Creep, qui date de 2014. Alors, est-ce qu'il est peu connu? Si tu le connais, Je Garance? crois que je l'ai vu, ouais. Ça me dit quelque chose. Et dans mon souvenir, effectivement, c'est pas... Je crois même qu'il n'y a aucun mort, mais je suis pas sûre. Mais Alors, il y en a très peu. Il y en a une. Ouais, c'est ça. Je crois que ça arrive vraiment qu'à la fin, à la toute fin. Donc, je suis même pas sûr qu'elle soit qu'on la voit en fait. Et je peux aussi vous dire qu'en moyenne, hein, si vous aimez les chiffres, on meurt toutes les 10 minutes dans un film d'horreur. Donc ça, c'est la moyenne. Et la médiane étant d'une mort toutes les 8 minutes. Donc en fait, c'est-à-dire que plus de la moitié des films présentent au moins une mort toutes les 8 minutes. Bref, vous voyez que je m'amuse bien quand j'ai du temps à tuer. Restons dans les chiffres avec les prochaines questions. Parce que oui, j'adore ça, les chiffres. Vrai ou faux? Les femmes meurent plus que les hommes dans les films d'horreur. Vrai. Ah, j'ai envie de dire faux. Alors est-ce que je vais faire crier? Alors, allez, faisons crier quand même pour le plaisir. Ok. Ah, j'ai mis celui avec les abeilles. Et donc, en fait, c'est faux. Ce sont bien les hommes qui meurent plus que les femmes. Donc, si on se réfère aux vidéos du YouTuber Dead Meat, on compte environ 2100 femmes tuées pour 5600 hommes, soit même pas la moitié de femmes tuées. Alors, c'est vrai que souvent, ce sont les morts de femmes qu'on retient, qui sont plus mises en avant. Et avant, on désigne pas mal d'hommes, souvent les petits copains, le flic qui passe par là, l'électricien qui va remettre du courant que le tueur a coupé, etc. Donc, c'est vrai qu'on en fait passer beaucoup des mecs qui meurent, mais... c'est souvent celle des femmes qu'on retient le plus. Et du coup, on croit souvent Il y a aussi plus de personnages hommes, en vrai. Ouais, c'est ce que j'allais dire Oui, aussi. c'est ça. C'est qu'autour de la Scream Queen, de la Final Girl, on a souvent
tout plein de mecs autour. Oui. Quel est le titre du tout premier film de Rob Zombie? Alors oui, je vous rassure, c'est bien un nom d'artiste, un Rob Zombie, qui est aussi chanteur dans un groupe de métal. Alors quel est le titre de son tout premier film en tant que réalisateur? Est-ce que c'est La maison des 100 morts, La maison des 1000 morts, La maison des 10 000 morts ou La maison des 100 000 morts? On reste dans les chiffres, oui, en effet. J'ai une petite idée. Une petite idée, Toi, Louise? tu sais? Moi, aucune idée. Et comme ça, en suivant ton instinct, tu dirais... Allons pour le plus élevé, écoute. 100 000 morts? Allez. Et toi, Louise? C'est aussi parce que je suis la page Instagram de C'est quoi cette horreur et je sais que c'était Ah. ta reco. Ok. Bon, bah alors, si je suis l'avis de Garance, eh ben, c'est une mauvaise réponse. C'est pas 100 000 morts, c'est 1000 morts. Et d'ailleurs, ça fait une sorte de jeu de mots. La maison d'Émile Mort, on pourrait croire que c'est quelqu'un qui s'appelle Émile Mort. Bref, voilà, on en apprend des choses dans C'est quoi cette horreur? Ce n'est pas le cas. Alors, autre question, hein, toujours des chiffres, hein, je suis désolé. À 100 000 litres près, combien le remake d'Evil Dead de 2013 a-t-il utilisé de faux sang? Alors là, vous me donnez à 100 000 litres près, donc ça veut dire qu'il y en a eu beaucoup. 900 000. Ah, on n'est pas trop loin. Vas-y, je m'aligne avec elle. Allez, faisons crier quand même. Ah, donc Même c'est si on- pas ça. Non, c'est pas ça. Oh God! Oh. Oh my God! À vrai dire, on est à un peu plus de 100 000 près. Là, en fait, c'est 750 000 litres. Et c'est-à-dire que le film détiendrait le record de faux sang utilisé dans un film. Donc, c'est le Evil Dead de 2013. Ok. Et pour comparaison, la scène finale de The Substance en compterait 140 000. Donc, on a 750 000 dans Evil Dead et 140 000 dans The Substance. Et déjà qu'on considère The Substance comme un film bien gore, vous imaginez... En fait, c'est qu'à la fin d'Evil Dead, il y a une pluie de sang qui tombe du ciel. Et voilà. Lequel de ces films qui tue n'existe pas? Est-ce que c'est La main qui tue, La maison qui tue, Le vent qui tue ou Le silence qui tue? Il n'y a pas le vélo qui tue? Ah non. Non. Le vent qui tue, pour moi, ça me paraît... Non, un film d'horreur avec un La tsunami main, qui le tue. silence, le vent. La maison. Ouais, le vent, ça Ouais, me le paraît vent. bizarre. Les autres, aussi. ils me paraissent trop bien. C'est donc une bonne réponse. Le vent qui tue n'existe pas. Donc la main qui tue, la maison qui tue et le silence qui tue, par contre, existent. Lequel de ces films n'est pas adapté de l'affaire du tueur en série nommé Ed Gein? Donc lequel de ces films n'est pas adapté? Est-ce que c'est Massacre à la tronçonneuse, La dernière maison sur la gauche, Psychose, Le silence des agneaux ou Le Seigneur des anneaux? Non, ça je déconne. Trop facile. Pour le dernier, c'est une blague. Mais pour les 4 premiers, il faut trouver. Alors, Massacre à la tronçonneuse, La dernière maison sur la gauche, Psychose ou Le silence des agneaux? J'ai envie de dire Massacre à la tronçonneuse, mais en vrai, rien m'étonnerait. Ok, Louise, Euh, tu t'alignes sur le... Attends, c'était quoi les titres? Alors, Massacre à la tronçonneuse, La dernière maison sur la gauche, Psychose ou Le silence des agneaux. Donc 3 sont inspirés plus ou moins de l'affaire Ed Gein, le tueur célèbre qu'on a redécouvert avec la série Netflix. Bah, c'est que j'ai pas vu La dernière maison sur la gauche. J'ai envie de dire celui-là du coup, mais je sais pas de quoi ça parle en fait. Eh bien, c'est Louise qui a raison. C'est bien La dernière maison sur la gauche. Et Massacre à la tronçonneuse, alors c'est inspiré, mais légèrement. Hein. C'est que sur l'aspect abat-jour en peau humaine. Ça, oui. La tronçonneuse, non. Bah ouais, c'est ce que je me disais. Parce que je dans vois pas la le lien. série Ed Gein, il y a une histoire de tronçonneuse. Ouais. Alors en fait, la série de Gein est C'est un peu romancé, un quoi. pot pourri de toutes les... À la fois de l'histoire vraie et des adaptations qu'il y a Ah oui, eu. ok. Donc c'est pour ça. Question suivante. Dans la saga Halloween, pourquoi Michael Myers, donc le célèbre tueur, cherche-t-il à tout prix à tuer la jeune Laurie Strode, l'héroïne principale? Est-ce que je vais spoiler? Est-ce que j'avais vu que 3? Bah, tu vas spoiler. En fait, c'est quelque chose qu'on apprend à partir du 2. Ouais. Ah. Et c'est très connu. En fait, maintenant, on sait pourquoi Michael Myers cherche à tuer cette fille-là en particulier. Mais à l'origine, c'était pas conçu comme ça. Bon, bah, Louise, est-ce que toi, tu as une réponse? Garance, toi, tu sèches? Mais je l'ai plus. Je sais que je l'ai su, mais je l'ai plus du tout, en fait.
La question, c'est pourquoi il veut tuer sa Oui. sœur? Mais non, voilà. Donc, c'est bon. C'est Elle une a bonne, donné la réponse. c'est une bonne attends, réponse. j'avais pas compris. Bravo Louise. Donc la question c'est Pourquoi il veut tuer Laurie Strode? voilà. Parce que c'est sa sœur. Voilà, et en fait C'est pas une bonne raison. Oui, c'est pas une Ah, bah, raison j'ai pas valable. Ah bah je suis pas en train d'excuser Michael Myers. Je suis juste en train de dire pourquoi. Et c'est parce que c'est sa sœur. Oui, après bon, Ouais. voilà, hein, c'est un psychopathe. Ok. Hein. Petit problème dans la famille. Oh God. Je mets quand même un petit cru. Ça fait toujours du bien. Oh my God. Et en fait, dans le premier film, à l'origine, il tuait Laurie Strode il cherchait à la tuer pour aucune raison valable. Et à partir du 2, ils se sont dit, faut peut-être qu'on lui trouve quand même un mobile. Donc on va imaginer que c'était sa sœur. Mais ça, c'est une raison valable pour toi. Ah, pour moi, non, mais pour les scénaristes, apparemment, oui, ça suffisait C'est un mobile, écoute. pour faire une saga entière, oui. Dans le film The Ring, le cercle en français, que se passe-t-il exactement lorsque les personnages regardent la VHS maudite? Alors pour ça, il faut avoir vu le film. Est-ce que vous avez une idée? Pour moi, c'est pas un démon, mais le truc finit par revenir dans la réalité, mais je suis pas... Ouais. Pour moi, c'est ça. Hein. Ouais, Ça me paraît cohérent. Ouais, c'est ça, on peut dire que c'est ça. Donc pour moi, c'est une bonne réponse. Donc en fait, à chaque fois qu'un personnage regarde la VHS, il y a le téléphone qui sonne et une petite voix annonce au téléphone que la personne mourra dans 7 jours. Et 7 jours plus tard, on a Sadako, la petite fille maléfique, qui sort de la télé et qui les pétrifie de peur et il meurt. Voilà. Dernière question. Alors là, c'est pour toi, Garance, qui aime les films de zombies. Combien de films compte la saga fondatrice du film de zombies réalisé par le maître du genre, George Andrew Romero? Donc, combien de films a-t-il réalisé autour du zombie? Et si tu as des titres, c'est encore mieux. Mais rien du tout, mais je regarde aucun film de zombies. Je les tu fuis. boycottes, quoi. Je les fuis comme la pêche. J'avais regardé Zombieland et déjà, j'étais pas bien, alors que c'est pas un film d'horreur, quoi. Alors, Louise, peut-être? Est-ce que tu saurais... Je connais La Nuit des Morts Vivants. Voilà, le premier. Et après, je sais qu'il y en a eu quelques autres. J'ai envie de dire 4. Alors, on n'est pas très loin, mais la réponse, c'était 6. Donc, on a La Nuit des Morts Vivants, Zombie, Le Jour des Morts Vivants, Le Territoire des Morts Vivants, Chronique des Morts Vivants, et le dernier, Le Vestige des Morts Vivants. Ça parle bien de morts vivants. Ouais, il y a voilà, un thème. Ouais, au cas où on n'avait pas compris. Et donc c'est un peu le créateur du zombie moderne, et il en a fait toute une saga, et malheureusement, il a rejoint le monde des morts à son tour. Mais pas des morts vivants, visiblement. Pas des morts vivants, mais on aimerait bien qu'il refasse des films. Bon, bref. Voilà, c'est fini pour le Scream Quiz. Et merci Lucas, en tout cas, pour ces petites questions. Clin d'œil à la mort. J'espère que vous aussi, derrière le poste, vous avez réussi à percer le mystère des questions de ce Scream Quiz. C'est quoi cette horreur? L'émission qui passe les films d'horreur sous le scalpel. Tu aimes les films d'horreur? Quel est ton préféré? On est en 1984. J'ai 14 ans, j'habite une ville où il fait bon mourir. Et sur les conseils de Mad Movies, je décide d'aller voir Blue Velvet. Je pensais aller voir un film d'horreur et j'ai été voir un film d'auteur. C'était un choc monumental pour moi. Je m'en suis jamais remis. Blue Velvet. Vous connaissez sûrement ses dessins, mais moins sa voix. On vient d'entendre le message de Winch Luce, cinéaste et auteur de BD, notamment de la BD Welcome to the Death Club. Donc on reste bien dans le thème. Il est maintenant temps de franchir les portes des enfers, de prendre cette bonne vieille faucheuse par la main et d'aller faire un tour au pays des morts. Lucas, tu seras notre guide, mais si tu permets, nous allons d'abord écouter la voix d'âmes errantes que nous avons rencontrées à l'entrée des enfers, qui visiblement se trouve dans la ville de Tours et plus précisément au festival Mauvais Tour. C'est l'heure du nécro-trottoir dans C'est quoi cette horreur? Eh bien, peut-être aimeriez-vous me confier vos vues sur ce questionnaire, monsieur? Oh non. Tout se passait si bien. C'est quoi cette horreur? Le nécro-trottoir. Eh bien, bonjour, bonsoir à toutes et à tous.
Oui, si vous voulez, allez-y, on est très contents, évidemment. 3e tour de festival ressenti 251. Bonjour Lucas, est-ce que tu peux me dire où on est aujourd'hui? Alors aujourd'hui nous sommes à Tours pour le festival Mauvais Tour. Qu'est-ce qu'on vient de faire là? Alors là on vient d'assister à un ciné-quiz et hot dog organisé par le festival Mauvais Tour. Et c'était un quiz entièrement dédié aux nanars, donc c'est ces films nuls mais qu'on aime quand même regarder. Première question, à quoi avez-vous assisté jusqu'à présent au festival? Est-ce que vous avez eu des coups de cœur? Cette année, je n'ai fait que, mais pas des moindres, la masterclass qu'il y a eu à l'instant avec Alexandre Aja. Je suis une énorme fan d'Alexandre Aja, une énorme fan du cinéma de genre, et je connais toute sa filmographie, donc j'ai assisté à ça. J'ai fait la séance de Neon People hier, l'enregistrement du podcast. Alors j'ai assisté qu'à une séance, que ma volonté soit faite. J'ai bien aimé, j'ai bien apprécié. Un gros coup de cœur Planète, Dandelions Odyssey en anglais. Et je crois qu'il y avait un autre coup de cœur là-bas. Oui, qui était donc de Neon People, qui n'est pas non plus un film d'horreur, même si c'est une horreur ce que ces gens vivent. On va avoir une émission bientôt qui va être consacrée à la mort dans le cinéma d'horreur. Est-ce qu'il y a des morts déjà qui vous ont marqué particulièrement dans le cinéma d'horreur? Mais il y en a tellement des morts dans le cinéma d'horreur. Enfin, je me souviens plus, mais il y avait un film de Cronenberg qui était comme ça. Je crois que c'était Scanners. Ouais, surtout la première, une des premières scènes où il y a une tête qui explose. J'avoue, j'avais pas. Enfin, le film, en vrai, j'avais trouvé un peu trop spirituel à mon goût. Mais cette tête qui explose, ça m'avait quand même impressionné. Quelques-unes en vrai. La première qui me vient en tête comme ça, c'est dans X. Elle meurt pas immédiatement, mais il y a Jenna Ortega qui se prend une bastos et qui vole en arrière. Et j'ai beaucoup ri à cette mort, honnêtement. Elle est très soudaine, très satisfaisante. C'est vraiment une belle mise à mort. Je dirais Massacre à la tronçonneuse, parce que c'est des jeunes, et je l'ai vu jeune, et on s'identifie trop au personnage, et du coup c'est assez horrible en fait. C'est Destination Finale 4, je crois, où il y a quand même quelqu'un qui nage dans une piscine et la mort fait en sorte que le conduit d'évacuation de l'eau soit un petit peu plus fort que nécessaire et donc il va se faire aspirer toutes ses viscères par l'anus, on va dire. Destination Finale aussi, mais je ne sais plus lequel, c'est le seul que j'ai vu, bref. Ils sont dans une espèce de fête foraine à l'américaine, un peu genre cow-boy machin. Et il y a un cheval qui traîne un chariot et il pète un câble et tu te dis il va se faire écraser par le cheval. Non, le cheval court, il y a une corde qui s'enroule autour du gars. Bon là tu te dis il va se faire étrangler. Non, la corde le traîne et là il y a un râteau par terre sur lequel le cheval marche ou un truc dans le genre je crois. Et du coup le mec se fait transpercer par le râteau et c'est tellement, je ne sais pas ce qui va se passer après, que c'est vraiment resté dans mon crâne genre. En fait, dans les films d'horreur, moi ce qui me choque plus ça va être tous les doigts coupés, le gore, etc. Après la mort c'est ok. Il y a même limite un jeu dans les films d'horreur de se dire tiens lequel va mourir en premier, je suis sûr que c'est lui, on peut parier, tout ça. Donc enfin limite ça peut être marrant. Il n'y a pas une mort comme ça qui me vient et qui m'a marqué. Par contre, je trouve que la mort dans le cinéma d'horreur, elle est évidemment capitale et des fois elle est survolée, c'est-à-dire qu'on va pas avoir une mort frontale, mais elle est là, elle est sous-jacente, elle est présente de plein de manières différentes. Et je trouve que le cinéma d'horreur permet de nous faire une sorte de psychothérapie. C'est-à-dire que si on a peur de mourir, le cinéma d'horreur va venir nous mettre de manière frontale ces sujets-là, va venir désacraliser peut-être la mort, va venir en dire des choses parfois même belles. C'est vrai que c'est beau la mort. Ne dit-on pas mourir de sa belle mort? Le cinéma d'horreur, ça fait quand même sacrément réfléchir à notre finitude. D'ailleurs, vous me direz, il est sans doute ambitieux de consacrer une seule émission d'1 heure à la mort dans le cinéma d'horreur. La mort n'est-elle pas omniprésente dans les films d'horreur? Est-ce qu'elle n'est pas la condition même du film d'horreur? Existe-t-il des films d'horreur où la mort n'est pas présente du tout? Car dès qu'on pense film d'horreur, on songe aux tueurs qui tuent, aux victimes qui meurent, au sang qui coule, à la souffrance qui règne, à l'implacable travail de deuil. On imagine des fantômes, des vampires et autres morts vivants. Bref, autant de choses qui ont pour point commun le fameux passage de vie à trépas, auquel, je suis désolé de vous le rappeler, personne n'échappera, et notre invité en sait quelque chose. Garance, selon toi,
Le cinéma d'horreur accorde-t-il une juste place à la mort ? Oui et non, dans le sens où tout le monde meurt dans les films d'horreur, ça c'est bien, mais c'est pas toujours réaliste. Ok. Et alors, si c'est pas réaliste, tu trouves que est-ce que ça l'exagère ? Est-ce que ça la sublime ? Est-ce que au contraire, c'est un raté total sur qu'est-ce que la mort ? Ça dépend des films, en fait. Mais bien souvent, dès que c'est des morts un peu violentes, c'est forcément faux, mais c'est normal et c'est rassurant, je pense. Et souvent, ouais, c'est un peu plus impressionnant que ce que ça va être en vrai, mais parce que la mort en vrai, en fait, c'est pas ouf. Enfin, mourir, c'est pas ouf, je suis d'accord. Mais on meurt rarement dans des cris et dans des effusions de sang et tout, quoi. C'est assez calme. Qu'en fait, c'est presque... La mort dans la vraie vie, c'est presque banal, en fait. Ouais, bah y a des gens qui meurent tous les jours. Et heureusement, d'ailleurs, qu'ils ne meurent pas comme on le voit dans les films d'horreur, parce que ça a quand même pas l'air très rigolo. Non, et puis ça ferait vachement de taf pour les gens derrière, donc c'est arrangeant. C'est vrai qu'on pense pas assez aux gens qui nettoient derrière les meurtres de films d'horreur, les bains de sang, les giclures sur les murs. Dis donc, après, quand on fait les lieux de sortie du lieu, c'est... Bon, on ne s'étale pas sur le sujet. J'ai sinon mené ma petite enquête pour savoir si on mourrait vraiment dans tous les films d'horreur. Et il existe apparemment des films d'horreur où aucun personnage ne meurt. Je compte par exemple le film Poltergeist ou les 2 premiers Conjuring. Mais qu'on ne s'y méprenne pas, si personne ne meurt, la mort avec un grand M y est quand même bien présente, puisque ces films mettent en scène des intrigues paranormales et par là interrogent le rapport des vivants aux morts. Même quand il n'y a pas mort d'homme, la faucheuse n'est jamais bien loin. Donc finalement, impossible de lui échapper. Nous sommes toutes et tous, comme les personnages de Destination Finale, désemparés face à cette force invisible qui nous guette à chacune de nos actions et qui viendra nous chercher à la fin du film, comme à la fin de notre vie. Garance, Louise, avez-vous vu Destination Finale ? Alors Garance, tu nous as déjà dit qu'il y avait une mort qui t'avait marqué, donc celle des rondins de bois. Mais ma question c'était, est-ce qu'il y en avait encore d'autres des morts qui vous avaient marqué ? Là, c'est le moment d'en profiter pour dire ce qui vous a choqué dans Destination Finale. Je réfléchis parce que... Moi, je pense à la mort dans les montagnes russes, mais c'est parce que ça me fait trop peur, les montagnes russes. C'est vraiment mon pire cauchemar, je crois, de me retrouver coincé dans un truc comme ça et que tout le monde meurt devant moi, moi y compris. Moi, je pense comme ça, là, par exemple, au dernier Destination Finale, où il y en a un qui se fait attraper dans une machine d'IRM et qui se fait aspirer par l'avant, et en fait, son corps se plie en deux, mais par l'avant. Donc, il se retrouve aspiré là-dedans, et c'est assez sanglant, assez... il fallait y penser, hein, quand même. Hein. Maintenant, toutes les personnes qui vont faire des IRM vont flipper encore plus. Oui, c'est vrai que Destination Finale donne un peu la phobie de la vie. Oui, juste on a peur de vivre, quoi. Ouais. Et toi, Garance, alors à part les rondins de bois, est-ce que tu as le souvenir du... Il y a tellement de morts dans Destination Finale que... Moi, il n'y a que les rondins de bois qui m'ont marqué, mais parce que je la trouvais vraiment horrible et possible à n'importe quel moment. Les autres, je trouve qu'elles sont un peu moins possibles. Après, le concept de Destination Finale me terrifie tout juste, en fait. Juste te dire, t'as échappé à la mort et du coup, ça va te poursuivre jusqu'à ce que tu meurs. Moi, à chaque fois, je me dis, je me serais suicidée, quoi. Genre, dès que j'aurais compris le concept, je me serais... Et chaque petit objet, petit événement peut te mener à la mort. Enfin, c'est vraiment un film sur l'angoisse permanente de la mort, quoi. Oui, et je rappelle juste pour celles et ceux qui ne connaîtraient pas le film, enfin en tout cas le film où il y a les rondins de bois, c'est que c'est une personne qui conduit en voiture, il y a un camion avec des troncs d'arbres qu'il transporte derrière, et il y en a un qui tombe, qui traverse le pare-brise et qui écrase la personne qui conduit. Voilà. Donc Destination Finale nous montre bien qu'on est peu de choses face à la fatalité. On a beau manger sain, aller à la salle, mettre de la crème anti-rides ou se faire cryogéniser, comme le chante le rappeur Orelsan, la mort s'en bat les couilles de ta vie, elle viendra quand même. La mort s'en bat les couilles de ta vie. Si t'as pas fait ton sac, elle viendra te chercher quand même. Je voudrais croire au miracle, autour de magie, mais c'est qu'un peu de trucage et beaucoup de mise en scène. La mort s'en bat les couilles de ta vie. La mort s'en bat les couilles de ta vie. Souvent la froideur de la vérité vient m'embrasser. Rien n'a de sens, on peut que regarder le temps passer. Y a pas longtemps j'imaginais même pas vraiment clamser. Mais plus le sablier s'écoule et moins ça me semble abstrait. Angoissé, en pleine nuit le sang glacé. Le plus dur c'est pas le cauchemar, c'est l'instant d'après. C'est l'instant de clarté où je suis persuadé qu'il y a plus rien qu'un grand vide quand elle vient t'embarquer.
Les gens à fond dans le train-train quotidien. Leur faim, comment ça se fait qu'ils l'acceptent aussi bien? Tout paraît absurde, presque ironique. Vivre d'une manière carrée, comme si mourir était la suite logique. Elle me hante à en devenir gothique. J'ai des chroniques scientifiques, voir l'avancée des corps bioniques. Le Big Bang, l'évolution, les hommes préhistoriques. Face aux mystiques, l'ésotérique, les délires cosmiques. Choisis ta voie entre Kurt Cobain ou Bouddha, deux façons d'atteindre le nirvana. Chaque fois que je regarde les étoiles, je pense t'emballe pas, c'est que du gaz, autant faire un feu devant ton écran plasma. Et j'y pense la plupart du temps, peut-être parce que je fume depuis 15 ans, peut-être parce que je crache du sang. Impuissant, si Dieu n'existe pas, je brasse du vent. Si Dieu existe, je trouve pas ça vraiment plus rassurant. C'est marqué noir sur blanc, au grand tournoi du paradis on ira sûrement, même pas sur le banc. J'ai du mal à croire la Bible, même si j'aime ses enseignements. La mort c'est la finale, le sommeil c'est l'entraînement. J'ai peur de la faucheuse, du roi des ombres, peur de la trotteuse, la vitesse à laquelle passent les secondes. Avant de partir on me demandera des comptes, je prépare la réponse, je répare mes tuiles avant que le toit ne s'effondre. Plus j'approche du bonheur, plus j'ai peur qu'elle vienne. Comme si j'avais peur d'être aveugle après que le soleil s'éteigne. Est-ce que mes croyances et mes pensées sont les miennes, ou je reste influencé par 2000 ans d'éducation chrétienne? Trop d'égo pour croire que la terre tourne sans ma présence. Mais je me rappelle que je me rappelle pas d'avant ma naissance. Crois au sixième sens, aux visions sous psychotropes. Je crois que ton cerveau déraille quand tu stresses ou t'as pris trop de drogue. Je crois qu'en la vérité des microscopes, celle qui dit que tout est fini quand y a plus de montagnes sur l'oscilloscope. J'aimerais avoir l'espoir de croire au surnaturel, avoir le confort de m'en remettre à la grâce du ciel. Mon grand-père a de l'humidité sur chaque prunelle parce qu'il connaît la cruauté de faire partie de la race humaine. Y aura pas de tunnel, pas de lumière, pas de rivière, pas d'ange après qu'elle t'emmène. Et pourtant elle viendra quand même. Ça va? Toujours vivant? Toujours debout? On vient d'écouter Elle viendra quand même, un titre d'Orelsan, et on est toujours dans C'est quoi cette horreur sur Prune. Alors la mort n'est pas qu'une notion abstraite. Le cinéma d'horreur est aussi, et surtout, un véritable carnage. On y meurt en masse, dans des effusions de sang et de chair, contrairement à d'autres genres comme la comédie ou le film romantique, où la mort n'est pas nécessairement intrinsèque. Garance, quel est ton point de vue sur le cinéma gore, trash, bref, sur tous ces films qui tâchent? Moi, j'aime bien, mais c'est pas réaliste. C'est ça qui fait que j'aime bien. Je pense que ça serait réaliste. Ça serait pas intéressant. On a vu le cas avec des films comme Gore ou The Substance, justement, qui étaient un peu trop perturbants pour le public et qui, du coup, n'ont pas rencontré un succès autant que certains films gore comme Terrifier, qui est considéré comme gore, mais qui est pas du tout réaliste. Et donc toi, justement, ça te rassure un peu ce gore, c'est comme un petit nid douillet Moi, j'aime bien, je trouve ça drôle. Moi, Terrifier, par exemple, c'est un film qui me fait rire. Je trouve ça distrayant, je trouve que c'est du cinéma, ça t'occupe. Après, j'entends que ça dérange certaines personnes, mais c'est justement parce que c'est pas réaliste que c'est distrayant. Ok, donc je rappelle, Terrifier, c'est un film avec un clown qui tue, tout simplement. Et sans explication. Enfin, si, à chaque film, il a une victime en tête, mais t'as pas d'explication de pourquoi. Enfin, ça dépend des films, mais pas spécialement. Et c'est toujours super gore, très sanglant. Et moi, j'aime beaucoup les clowns, donc forcément, ça m'avait un peu... Enfin, j'aime beaucoup les clowns, j'aime beaucoup les Pierrots. Et Terrifier est un clown en noir et blanc qui parle pas. Et le personnage est super drôle. T'as des passages de films, mais t'as envie de mourir de rire, quoi. Alors que t'es en plein milieu d'un film d'horreur. Mais j'adore. Et il s'appelle Art, et ça fait penser à l'art. C'est comme si, en fait, son travail de tueur était une forme artistique, peut-être. Mais il fait de l'art sur certains moments, avec les cadavres. Il fait de la peinture sur mur, sur... ouais. Et la figure qui incarne le mieux la mort est sans conteste, désolé Garance, celle du zombie. Qu'on se le dise quand même. Ce personnage est une antithèse, voire une antilogie sur pattes. En anglais, on le désigne par ce qu'il n'est pas. Undead. C'est un mort non mort, un mort vivant. C'est un cadavre dont le dernier sursaut de vie le fait déambuler pour nous agripper à notre tour vers la mort.
Quand il n'y a plus de place en enfer, les morts reviennent sur Terre. C'est ce que nous dit un personnage du film Zombie de George Romero. Et la matérialité du zombie vient titiller notre altérité et nous rappeler notre condition de mortel. La mort dans son plus simple appareil, à travers la vision du cadavre en putréfaction. Souviens-toi, homme, que tu es poussière et que tu redeviendras poussière. L'horreur du zombie ne tient pas tant au danger qu'il représente. Il est lent, fragile et assez idiot. Il ne peut pas grand-chose face à un coup de hache dans le crâne. C'est ce qu'il incarne qui est terrifiant. Une mort qui adviendra quoi qu'il arrive, inéluctablement, se multipliant sinueusement. Si vous survivez à un zombie, vous ne survivrez peut-être pas au suivant. Dois-je vous rappeler que l'histoire est bien plus peuplée de morts que de vivants ? Tôt ou tard, nous rejoindrons les autres dans la danse macabre de l'au-delà. En parlant de zombies, faisons revenir Montaigne d'entre les morts. Lui qui dit que philosopher, c'est apprendre à mourir. J'ose à mon tour affirmer que regarder des films d'horreur, c'est apprendre à mourir. Ou comme diraient plus concrètement les inconnus, quand la mort de mourir, de la peur de mourir, fait plus peur de périr de la mort de pourrir, de la mort. Merci Lucas pour ce doux voyage au pays des morts. Est-ce que vous vous souvenez de Christopher, notre invité de l'émission précédente ? Eh bien, il n'est pas là. Il n'est pas avec nous dans les studios ce soir. Mais son spectre a tout de même tenu à nous faire parvenir un mot sur le sujet de la mort. Christopher, alors dis-nous, comment tu aimerais mourir, toi, dans un film d'horreur ? Christopher ? Es-tu là ? Si je devais mourir dans un film d'horreur, eh bien, je voudrais que ma mort ait du style, qu'elle hante les cauchemars des spectateurs, qu'elle fasse grincer, applaudir ou même rire nerveusement. Mourir d'accord, mais mourir mémorablement. Je voudrais inspirer l'artiste tapi dans le monstre, qu'on m'incorpore comme un ingrédient rare dans un plat de Hannibal Lecter, façon dégustation de cervelle encore tiède, sous un couvercle d'argent. Qu'on me transforme en œuvre macabre dans une nature morte de Seven, chaque péché capital soigneusement mis en scène. Ou que mon cadavre soit l'un des pantins morbides de Jigsaw, suspendu entre choix impossibles et leçons de morale. Après tout, pourquoi ne pas devenir la muse d'un meurtrier méticuleux, un peu comme ces toiles qui ne prennent tout leur sens qu'à la lumière du crime ? Aussi, je refuse d'être poignardé dans le noir comme la moitié des adolescents de Vendredi 13. Je veux une mort créative, digne d'un happening. Comme dans Sinister, où une famille entière est lentement tirée dans une piscine par leur lit, la corde du supplice tendue jusqu'à la noyade. Du macabre chorégraphié, presque poétique. Ou plus récemment, dans In a Violent Nature, où la tête d'une victime est littéralement enfilée dans son propre ventre, un geste d'une absurdité gore si parfaite qu'on en oublierait de crier. Je veux que mon agonie soit documentée, immortalisée. Une cassette maudite, une séquence de snuff movie retrouvée des années plus tard, comme dans The Ring ou Barbarian. Que mon visage distordu surgisse à l'écran, grain après grain, pour traumatiser celui qui osera appuyer sur lecture. Ce serait ma façon de survivre à ma propre mort, devenir la légende urbaine du vidéoclub. Et si, dans un dernier sursaut, je devenais plus célèbre que mon bourreau, comme la créature de Frankenstein à qui l'on prête le nom du savant, ou comme Janet Leigh dans Psychose, dont la scène de la douche a éclipsé Norman Bates et ses couteaux. Mourir, oui, mais avec assez de charisme pour que le public oublie le meurtrier et ne se souvienne que de moi. Au fond, ma mort idéale serait une signature, une dernière apparition à la fois cruelle, esthétique et inoubliable. Parce que dans l'horreur comme dans la vie, ce n'est pas tant quand on meurt qui compte, mais comment. Merci Christopher. Christopher ? Bon, on a reperdu le contact. J'avais dit qu'il ne fallait pas acheter la table de Ouija sur AliExpress. Pardon, excuse-moi. Bref, j'en connais une qui en a subi des morts en tout genre. Et ce, bien avant que les films d'horreur n'existent. Je veux parler de Paula Maxa, star du Grand Guignol.
Ce théâtre parisien, fondé en 1896, est spécialisé dans les pièces d'horreur bien sanglantes, déjà à fond dans la mort spectacle. Donc Paula Maxa était un peu l'équivalent trash de Sarah Bernard. Elle était connue pour ses hurlements capables à eux seuls de clouer les spectateurs dans leur fauteuil, ce qui fait d'elle sûrement la première Scream Queen de l'histoire. Née rue des Martyrs, ça ne s'invente pas, elle est considérée comme la femme la plus assassinée au monde, totalisant, selon la légende, près de 30 000 mises à mort. Encore des chiffres, hein, désolé. Et là, je m'adresse aux comptables de l'horreur. Sortez bien vos stylos et vos carnets. Écoutez bien, on raconte qu'elle aurait crié 938 fois au secours, 1203 fois on m'assassine et 1804 fois et demi au viol. Faut m'expliquer le et demi par contre. Et je sais pas, j'avoue que ça reste un mystère. Je crois que c'est parce qu'on n'est pas sûr qu'il s'agissait d'un viol. Bon. Elle a dit ovi. Voilà, peut-être, c'est peut-être ça, elle a peut-être pas finir sa phrase. Bon, en tout cas, ça fait beaucoup. Hein. Et malheureusement, le Grand Guignol n'existe plus, car il s'est fait voler la vedette par l'arrivée du cinéma d'horreur en couleur, qui l'a poussé à fermer ses portes en 1962. Et toi, Garance, comment aimerais-tu mourir dans un film d'horreur ? Un peu comme la fille dans le premier Scream, celle qui se fait attraper là dans la porte de garage et qui meurt de façon ridicule. J'adore les morts ridicules. Alors, est-ce que c'est parce que du coup, ça rend la mort moins effrayante ? Tu dis, si au moins c'est drôle, ça servira à quelque chose ? Non, je sais pas. En fait, j'ai toujours adoré les bimbos dans les films d'horreur. Et du coup, vraiment, le concept de j'essaie de passer par la chatière et mon cul est trop gros pour passer me fascine. Et je me dis, mais oui, trop bien, quoi. Tu meurs parce que t'es bien foutu. Super. Donc pour resituer un petit peu, donc c'est une jeune femme qui descend à la cave, chercher à boire. Et là, il y a Ghostface Il y a Ghostface qui arrive et elle flirte un peu avec lui d'ailleurs parce que elle pense que c'est son mec et du coup elle est là genre « Oh, me tue pas, je veux être dans le prochain film !» Déjà, j'adore ce concept. Et quand elle capte que c'est le tueur, elle essaye de s'enfuir par la chatière et vraiment elle reste coincée dedans et elle remonte la porte et puis voilà quoi, c'est réglé. Et moi je me suis toujours dit « Mais qu'est-ce que tu vas passer par la chatière quoi ?» Enfin, c'était sûr ça marchait pas. Bah, en même temps, il faut dire, hein, lui, il barre la route de la porte, il faut bien trouver autre chose. Mais bon, je suis d'accord que la chatière... D'ailleurs, il y a une très bonne scène parodique dans le Scary Movie, où pareil, on la voit, elle essaye de rentrer, mais dans une minuscule chatière. Donc, ils ont exagéré encore plus le gag. Et là, je crois que tout casse et tout. Enfin, bref. Merci, Garance. On approche déjà de la fin de cette émission. Mais on ne va pas vous laisser sans une petite idée de film à regarder ce soir. On vous parle tout de suite de nos coups de cœur dans À cœur ouvert. Ah, commissaire, le type qui a fait ça est un maniaque. J'espère que vous avez le cœur bien accroché parce que c'est une véritable boucherie à l'intérieur. À cœur ouvert, le coup de cœur de l'équipe. Garance, tu nous disais avant l'émission que ton obsession du moment, c'est le film Frankenstein, sorti au début du mois sur Netflix. Oui, j'adore le cinéma d'horreur, j'adore le cinéma gothique. Et Frankenstein est un parfait mix des deux. Et qu'est-ce qui te plaît dans le cinéma gothique ? Alors, déjà, j'adore le gothisme en règle générale. Et j'aime bien, comme je disais au début de l'émission, j'adore l'amour, j'adore la mort. Je trouve que les deux vont très bien ensemble. Et Frankenstein, c'est une histoire d'amour particulière, en rapport avec le père et tout ce qui va avec. Hein. Et j'aime bien. Je trouve que le film est innocent et beau esthétiquement. J'adore Guillermo del Toro, déjà. Les costumes sont magnifiques, l'histoire est magnifique, le monstre est beau. Tout est trop beau et pas si gore que ça. Je trouve ça agréable à regarder. Ok, et d'ailleurs c'est marrant parce que tu as dit le père. Est-ce que tu parles du père de substitution qu'est le docteur Frankenstein avec sa créature ? Bah, dans Frankenstein, surtout dans l'adaptation, il y a quand même un problème avec déjà la mère, et il y a un problème avec le père aussi, et Frankenstein est une histoire de problématique de se trouver soi, trouver son histoire, quel est ton rapport avec son père, et je trouve ça très bien retranscrit dans ce film. Okay. Il y a un truc intéressant dans Frankenstein, dans le rapport à la mort, parce que là, on est face à un personnage qui veut mourir et qui a ce regret énorme de ne pas pouvoir mourir, en fait. Ouais, et ce qui le pousse à mourir, c'est la solitude. C'est vraiment ça le problème de Frankenstein. Enfin, pas de Frankenstein le créateur, hein. Frankenstein enfant, on va dire. C'est la solitude. Oui, en fait, on a un savant fou qui veut créer la vie.
il l'a créé à partir de la mort. Et ce mort vivant, en fait, en quelque sorte, puisque c'est la créature Frankenstein, on le rappelle, c'est des bouts de cadavres qui allaient récupérer le docteur Frankenstein. Et une fois qu'il est remis à la vie, bah lui, il souhaiterait presque mourir, parce qu'en fait, il y a rien de plus vivant que de mourir comme un être vivant. Il est prisonnier de cette condition. C'est assez tragique. Et alors, est-ce que tu trouves que le film de Del Toro est une bonne interprétation du mythe ? Je trouve qu'il est intéressant. Je dirais pas que c'est exactement la même chose que le livre, parce que c'est pas possible. Mais je trouve qu'il est déjà plus réaliste que le premier. Moi, dans le premier, j'avais du mal avec ce délire de grandes créatures vertes, et j'avais été hyper déçue que la suite, ça soit lui qui est une meuf, parce que l'intrinsèque de Frankenstein, c'est de se retrouver seul. Et du coup, s'il se met à avoir une compagne, je vois plus d'intérêt. Et j'étais très contente parce qu'ils ont vraiment abordé du coup cette thématique du rapport à la mère, du rapport au père, d'un amour qui est pas du tout un amour charnel, qui est un amour qui est de fascination. J'ai lu des interviews après qui expliquaient que Mia Goth, donc la personne qui joue le perso principal féminin, avait joué avec la créature comme sa petite fille avait joué avec, parce qu'elle a amené sa fille sur le set en fait du tournage. Elle a une petite fille qui a 4-5 ans, et donc elle a vu Jacob Elordi en créature, et l'enfant s'est comporté comme un enfant avec cette créature, et donc le jeu de Mia Goth est inspiré de ça. Je trouve ça très beau. Oui, effectivement, c'est une belle anecdote. Et alors, tu parlais du premier Frankenstein, donc tu parles de celui en noir et blanc avec Boris Karloff dans le rôle de la créature. C'est vrai que c'est une adaptation littéralement différente. Moi, je trouvais que dans le premier, dans le vieux, on avait une créature un peu figée. Et là, il propose totalement autre chose, Del Toro. Alors moi, j'étais un petit peu déçu par le traitement parfois des effets spéciaux. Alors on en parlait avant l'émission. Entre l'usage du numérique, l'usage d'effets spéciaux pratiques, qu'est-ce que tu en penses, toi qui aimes justement le gothique, donc on imagine des beaux costumes, quelque chose d'assez palpable quand même. En fait, c'est tout le problème des films gothiques, c'est que c'est beau quand c'est réaliste et quand c'est fait sur site. Le problème, c'est que le cinéma, tout peut pas être fait sur site. Et c'est vrai que dans Frankenstein, tu vois la différence entre ce qui a été réalisé et ce qui a été fait en effets spéciaux. On parlait de certains passages qui étaient un peu trop compliqués à réaliser, je pense, en vrai. Enfin, qui auraient demandé trop de temps, en fait. Mais je trouve que c'est limité. Et en fait, tu les remarques d'autant plus parce qu'en fait, il y en a très peu. Mais les costumes sont magnifiques. Les pièces, j'en parlais avant, les pièces de cire anatomique. Il y a tout un passage avec des cires anatomiques, c'est des vrais, de collection de musée réalisées par une super dame dont j'ai plus le nom, mais qui est incroyable. Moi, je les ai vus en vrai et ça a coupé le souffle. Donc, je suis assez contente parce qu'il y a quand même beaucoup de choses réalistes. On peut pas enlever certains effets spéciaux, même si j'aurais aimé que ça soit du 100% vrai. Mais au moins, il n'y a pas d'IA. Et ça, déjà, moi, ça pesait dans la balance de pourquoi j'ai bien aimé. Ok, est-ce que ça t'a rappelé tes années d'études dans la thanatopraxie, quand tu voyais le docteur Frankenstein en train de bidouiller avec des cadavres ? Ouais, en vrai, c'était assez... En fait, il est assez honnête sur ce que c'est de découper des êtres humains. Non pas que j'en ai découpé, on va qu'on se mette d'accord. Je commençais à avoir un petit peu peur. Non, j'ai vu des autopsies, mais moi, j'en ai jamais pratiqué. C'était assez honnête, et ça m'a rappelé des choses, parce que t'étudies vachement le corps humain, t'étudies vachement le fonctionnement du système, tout ça, et Frankenstein, le fonctionnement, c'est vraiment j'injecte de l'électricité pour recréer un système nerveux. Et en fait, théoriquement, il pourrait faire marcher ça. Alors, la créature prendrait pas vie, il n'y a pas de sang, il n'y a pas tout ça. Mais oui, si on injecte de l'électricité dans un système nerveux, ça fonctionnerait théoriquement. J'ai jamais essayé. Peut-être les zombies, finalement, c'est assez réaliste. Avis aux amateurs qui voudraient tester ce genre d'expérience. Et alors, tu dois être contente parce qu'on voit que le cinéma gothique en ce moment redevient un peu à la mode. Là, il va y avoir bientôt un film de loup-garou réalisé par Robert Eggers, donc qui nous avait déjà... qui avait fait Nosferatu. Voilà, qui avait fait le Nosferatu. T'en avais pensé quoi du Nosferatu ? Moi, j'avais adoré. Je suis allée le voir au cinéma avec une copine quand il est sorti, et vraiment, je suis restée fascinée par le film. L'ambiance est magnifique. Les couleurs sont magnifiques, et j'ai un petit peu d'amour pour les histoires de vampires, hors Twilight, bien sûr. Et comment ça, hors Twilight ? Non, j'adore Twilight, mais bon, les vampires qui brillent, c'est pas ma passion. Et j'avais vraiment aimé, je trouve qu'il était même un peu proche de Dracula, en fait. Bien sûr, c'est deux franchises qui racontent la même histoire, en fait, au final, quand même, Nosferatu et Dracula. Juste, c'est pas les mêmes noms. Par contre, j'ai pas vu, on en parlait, j'ai pas vu le Dracula de Luc Besson. Ouais. Bon, alors pour moi, c'est pas une grande perte, mais
Bon, merci beaucoup, Garance, pour ton retour sur Frankenstein. C'est déjà la fin de cette émission et nous, faut qu'on retourne à nos tombeaux avant qu'ils ne se referment à tout jamais. Un grand merci à toi, Garance, notre invitée d'horreur. Merci au Festival Mauvais Tour pour l'invitation, à Vanessa et Winchlus pour les messages laissés sur notre répondeur et à Christopher dont vous n'avez pas fini d'entendre parler. On vous souhaite à tous une horrible soirée et on se retrouve sur le 92 FM le 26 décembre pour un épisode spécial Noël et horreur avec une très grosse surprise. Et on vous laisse entre les bonnes ondes du cinéaste et musicien Rob Zombie, dont on a déjà parlé dans le Scream Quiz, avec son hommage mortel à la radio, Dead City Radio and the New Gods of Supertown. Au revoir, à la prochaine. Au revoir. Radio has changed our lives and possibly saved our lives. Radio has changed our lives and possibly saved our lives. Radio has changed our lives and possibly saved our lives. Oh yeah! I want to tell you about Dead City Radio, man, and the new cats of Supertown. Yeah! A world of magic lands and the chemical blues. A world where extends the unknown and why is the zero. Yeah, sluggish drowned us out my radio. 20 mortal ashes of grotesque audio. Glittering fountains, misspent youth. I'm a rhinestone tiger in a leisure suit. Turn it out, turn it out, turn it up, oh yeah. We listen to the radio. Dead radio. I'll tell you one thing, man, nothing ever happens until you medicate the witch queen of Mongo and hell, the family of King George. Everybody is eating a meat half of the gods with their plastic necks and their silver teeth. Oh yeah! Yeah, is it light beyond what you know? Hallucination drives in my stereo. Astonishing skeptic, twisted youth. She's an angel of all in a birthday suit. Turn it out, turn it out, turn it out, oh yeah! We listen to the radio. Dead radio. We listen to the radio. Dead radio. It's right here, right now that we best serve the beast of transmission in the cool passing waves of ignorance. They say the heart is a lonely hunter, and the heart box comes with a crime inside. Oh yeah! Today on this program you will hear the sound of our soul. We know that music is music, but when we are together, we got power. We listen to the radio. Dead radio. We listen to the radio. Cet affreux cauchemar est terminé. Il ne peut plus rien. Nous arrivés d'affreux maintenant. Retrouvez C'est quoi cette horreur en podcast sur prune.net.